Je suis tombé sur un TikTok où on parlait de transformation de règles de jeu, ou du moins d'usage des règles d'un jeu qu'on connaissait, pour justement prendre l'avantage momentané sur la narration, puisque là, dans le cas d'un jeu de rôle, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça veut dire qu'on a un joueur qui va utiliser ce qu'on va appeler la méta, c'est-à-dire ce qui existe à l'extérieur du jeu pour pouvoir justement prendre l'avantage à l'intérieur de celui-ci. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, cette situation-là ? En tant que joueur ou que maître de jeu ? Oui. La réponse est la même. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais jamais au point de casser soit l'engouement du MJ, soit est-ce que ça pénalise complètement la campagne, parce que c'est pas le but non plus. Disons que on a quand même un groupe de joueurs qui est très dans l'immersion et dans le truc du jeu de rôle, donc on est là vraiment pour se faire kiffer plutôt que pour être dans la méta. Mais effectivement, il y a des joueurs qui prennent des informations que normalement leurs persos n'ont pas pour faciliter le truc, mais ce qui est normal. Ce qui est un réflexe. Quand tu connais une créature qui a une certaine mécanique, forcément, toi, en tant que joueur, tu la connais. Enfin, je veux dire, tu peux pas l'oublier pour... Ah, c'est vrai. Incroyable. Tu interprètes un personnage qui, lui, potentiellement, ne va pas savoir, mais... Potentiellement. Et justement, c'était l'idée de discuter ensemble de la méta dans les jeux, parce que c'est quelque chose qui va en plus avoir une évocation pour les gens vis-à-vis potentiellement de leur travail, parce que la méta, c'est quelque chose qui va exister aussi ailleurs, c'est quelque chose qui est inévitable, notamment sur la partie sociale du jeu, c'est-à-dire le fait de jouer à un jeu d'une façon générale va faire émerger une méta, notamment dans les jeux multijoueurs. On va le voir un peu comment. Le principe de la méta, alors on est sur un acronyme en anglais, puisque c'est le Most Effective Tactic Available, c'est-à-dire la tactique la plus efficace, mais aussi disponible. Voilà. Et ça va être important, c'est-à-dire que si jusque-là de cet épisode vous ne savez pas du tout de quoi on parle, c'est très simple. Aux échecs, si jamais je bouge un certain pion, que je bouge mon fou puis ma reine, on est sur le coup du berger, potentiellement. Et en fait, c'est ça la méta. C'est-à-dire que même dans le jeu d'échecs, finalement, on a cette notion-là de finalement avoir des stratégies qu'on va apprendre à l'extérieur du jeu quand on n'y joue pas potentiellement. Il y a des bouquins pour apprendre à jouer aux échecs. Vous avez des discussions, vous allez avoir peut-être des vidéos YouTube, et c'est là où vous avez peut-être le flash de personnes que vous connaissez qui jouent à des jeux vidéo et qui vont passer du temps sur YouTube à regarder des vidéos de gens en train de jouer au jeu, et vous allez vous dire, mais pourquoi je sais pas... Moi, j'ai déjà eu des gens qui me disaient « Ouais, mais là, elle est en train de jouer à Minecraft, mais au lieu de jouer à Minecraft, elle regarde des vidéos de Minecraft. Et je comprends pas pourquoi. » En fait, parce que justement, ça vous apprend potentiellement d'autres façons de jouer au jeu. Et c'est comme ça que potentiellement, vous pouvez avoir la méta, c'est-à-dire les stratégies les plus efficaces qui vont être utilisées d'un point de vue commun. Donc là, pour le petit contexte, ça fait appel à une des lois de la relation interpersonnelle, qui est que sur la durée, un groupe va avoir des règles implicites qui vont émerger d'elles-mêmes, qui vont être connues du groupe seul. C'est-à-dire que globalement, la méta, à force de jouer, si vous jouez aux cartes, il y a une méta. Vous allez avoir typiquement aux échecs le coup du berger. N'importe qui est plus expérimenté au jeu d'échecs va avoir un petit sourire en coin en disant bon, le coup du berger c'est gentil, mais c'est un peu le premier truc qu'on apprend, quoi. Et c'est ça la méta finalement. C'est la façon dont on va appréhender le jeu et surtout la différence à la fois tactique mais aussi sociale entre les personnes qui jouent au jeu, les personnes qui jouent vraiment au jeu, qui connaissent justement la méta et effectivement et les personnes qui débutent. Et c'est vrai que ça a un impact sur le jeu de rôle, pour rester là-dessus, parce que, par exemple, Donjons et Dragons, c'est un truc qui est vieux, mais qui aussi a des règles qui peuvent être extrêmement précises sur certains points, notamment, par exemple, si vous voulez faire une attaque d'opportunité, il faut que la personne d'en face essaie de fuir.
C'est ça. Voilà, on Ou est sorte d'accord. de votre portée d'attaque au corps à corps. C'est Exactement. important. Oui, voilà. Il y a ça aussi. Il faut qu'elle soit à portée d'attaque au corps à corps. Et qu'il ne soit pas désarmé. Mais, voilà, c'est très très important. Et qu'il n'ait pas le don sentinelle, par exemple. Et que vous l'ayez aussi. Sinon, ça implique encore d'autres choses. C'est très précis. Est-ce que toi, tu fouilles à ce point les règles de jeu? Non, disons que j'ai un petit hobby très étrange. Je fais beaucoup de personnages. Et du coup, ça me permet de regarder, de faire des compos, des machins. Et je regarde des fois, je lis les dons, je me dis, oh, c'est marrant ça, si tu le mets avec. Typiquement, ça, c'est un peu de la méta. Tout à fait. Mais en tant que maître de jeu, effectivement, c'est bien de connaître ce qui est faisable pour éviter d'avoir effectivement des joueurs qui puissent prendre le dessus sur les. En fait, s'attendre à ce qui peut arriver pour pouvoir le contrer et éviter que ça gâche l'expérience de ceux qui ne le font pas. C'est justement quand on va parler de personnes joueuses méta, c'est souvent à titre péjoratif dans l'idée de quelqu'un qui va utiliser le système pour construire un personnage fort, mais justement au détriment de la narration et au détriment de l'intérêt du jeu en collectif. C'est-à-dire que quand on va par exemple avoir un personnage barbare qui va avoir beaucoup de points en force, mais très peu de points en, je sais pas moi, social, en fait on va quand même utiliser la force pour l'intimidation, puisqu'on va détruire quelque chose à côté du pauvre personnage qu'on essaye d'intimider, et donc du coup ça va jouer en notre faveur, et donc potentiellement on va avoir des pouvoirs qui vont nous servir en combat, mais qui vont aussi nous servir sur d'autres points. Et qui vont du coup rendre d'autres caractéristiques prévues à cet effet inutiles. Oui, c'est ça. Je te vois lever les yeux au ciel. Ouais, bien sûr. Parce que l'intérêt quand vous faites du jeu de rôle ou quand vous faites du jeu d'une façon générale collaboratif, quand c'est une expérience collective, le but du jeu c'est pas de vous pointer avec le meilleur truc possible. Le but du jeu c'est d'être relax, d'être ensemble et d'être ensemble, effectivement. C'est là où notamment les escape games dont on parlait sur des épisodes précédents, s'il y a une personne qui se la joue Sherlock Holmes à essayer de tout résoudre, les autres se font chier. Voilà. Il faut que ce soit quand même quelque chose de collectif. Et pourtant, la méta, c'est quelque chose d'inévitable parce que parfois, on a des défis dans les jeux qui vont nous demander d'aller au-delà de la simple appréhension des mécaniques simples, qui vont nous demander une logique d'optimisation. Mais vu qu'on est sur un exercice social dans le jeu, on va aller chercher ce que les voisins font. C'est là où potentiellement, on parlait de Donjons et Dragons pour du jeu de rôle papier, ça parlera peut-être plus à des gens si on parle de Baldur's Gate qui est en jeu vidéo. Et là, je te vois avec un grand sourire. Évidemment, toujours. Tu es sur un défi là actuellement que beaucoup de personnes ont entrepris, certaines ont réussi, qui est un défi honneur, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, c'est un mode honneur, grossièrement, c'est refaire le jeu avec ou le commencer, tout dépend, avec la difficulté maximum, c'est-à-dire que les ennemis vont venir vous casser la gueule, avec des actions supplémentaires qu'ils n'ont pas dans d'autres difficultés, qui se trouvent d'ailleurs dans le format papier. Oui, d'accord. Oui, voilà. Et surtout, si tu meurs, tu recommences. Oui, ça supprime ta sauvegarde. Non, en soi, tu peux la continuer, mais tu es en mode déshonneur. Du coup, grossièrement, c'est juste, tu joues en mode difficile, mais tu n'as qu'une seule sauvegarde. C'est-à-dire que si tu écrases ta sauvegarde, tu peux pas revenir avant, genre, j'aurais peut-être dû faire un autre choix. Non, c'est chat, tu te débrouilles. Voilà. D'accord, donc en fait, là, au lieu de jouer pour, passer un bon moment, je décide de jouer en mode défi total. Si jamais je meurs une seule fois, je perds la réussite du jeu d'honneur. C'est ça. Alors, c'est pas être mis KO, c'est si vraiment tout ton groupe, ce que tu as différents stades, tu as être mis au sol, donc tu as des jets de sauvegarde contre la mort à faire. Si tu le réussis, tu es juste au sol et quelqu'un peut te relever ou te soigner, machin. Par contre, si tu le rates, tu meurs. Tu as effectivement des parchemins de résurrection qui fait que tu peux pallier à ça. Par contre, si les 4 personnages, admettons, sont morts en même temps, il n'y a personne pour ressusciter des personnages, donc j'ai. Oui, et c'est là où ton jeu est complètement perdu. C'est ça. Mais il y a un intérêt du coup à faire ce défi. Ouais, grave. Jamais il dit non de la tête. Si tu obtiens des superbes dés dorés que tu peux voir quand tu fais des tests. D'accord. C'est-à-dire
très peu de temps. Oui, d'accord. Voilà, c'est juste histoire pour un petit succès personnel. C'est l'équivalent de platiner un jeu pour ceux qui sont sur console, par exemple. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça représente la réussite entre guillemets ultime. Le dévouement que tu as au jeu. Ouais, voilà. C'est un peu, moi je le vois comme ça. Oui, c'est assez intéressant. En plus, bon, Baldur's Gate, si jamais vous avez vraiment totalement raté le coche, on est sur l'adaptation de Donjons et Dragons, une des adaptations. Sauf que Baldur's Gate, on est réellement sur, en vrai, l'aboutissement d'une industrie. Là, à l'heure actuelle, c'est difficile d'aller au-delà en termes de propositions de jeux de rôle occidental, tout du moins, tellement en fait ils sont allés loin, à la fois dans les personnages, dans les capacités, dans l'univers, dans le doublage aussi, parce qu'on a un jeu d'acteurs qui est juste absolument incroyable en anglais. Donc effectivement, le jeu est sous-titré en français, mais vous avez énormément de choix à faire, énormément d'endroits à visiter. Vous avez des dizaines. Il y a tellement de choix possibles et différents que je peux dire que c'est impossible de tout faire, mais pas loin. Ouais, c'est ça, c'est très impressionnant. Et effectivement, à force de jouer, on finit par comprendre le concept de méta. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu de société, vous allez voir qu'en fait, je sais pas moi, autant au Cluedo, c'est plus facile de passer de la cuisine à la salle de billard. Alors j'ai plus le truc, mais c'est pas tout à fait celle-là, mais oui. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, par l'observation et par la discussion, vous allez vous rendre compte qu'il y a des stratégies qui sont plus intéressantes que d'autres. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez commencer à appliquer ces stratégies-là, non pas parce que c'est forcément les plus amusantes, mais parce que on va aller sur une optimisation, une efficacité de stratégie, et c'est ce qui va forcément impacter la façon dont vous allez voir le jeu. C'est la différence entre faire un Rubik's Cube quand vous ne savez pas du tout manipuler l'objet, et faire un Rubik's Cube quand vous connaissez les algorithmes, et que du coup vous savez que selon en fait où se placent les couleurs, vous avez telle ou telle façon de le résoudre. Là, ça va être la même, c'est-à-dire que le plaisir va être différent. Ça va être de tester justement l'efficacité de votre stratégie, d'avoir des gens qui potentiellement vont avoir une méta pour contrer cette méta-là. Hein, c'est ça aussi, hein, c'est que ça arrive, bien sûr. Au bout d'un moment, on va avoir quelque chose comme ça. Et donc, cette méta, elle va évoluer et elle va avoir un impact sur les jeux, puisque quand on va rentrer sur un jeu, il va y avoir une énorme différence entre les gens qui commencent le jeu, les gens qui y jouent depuis un certain moment et les gens qui y jouent en connaissant parfaitement la méta. Et du coup, effectivement, c'est là où on va se retrouver avec des cas un petit peu particuliers, notamment sur le fait que selon les mises à jour du jeu, on va pas du tout se retrouver avec la même méta que le mois d'avant, quoi. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas se pencher sur la notion d'amusement ? Est-ce qu'on s'amuse toujours autant quand on essaye d'adapter la méta, d'autant plus que c'est une méta qui est un consensus. Donc ça veut dire qu'on va accueillir finalement les stratégies, les découvertes d'autres personnes. Comment est-ce qu'on joue au mieux ? Je sais que typiquement, moi, ça m'amuse pas. Enfin, je vois pas l'intérêt de vouloir être plus fort que le jeu en lui-même, en fait. Parce que du coup, ça sort de ce que propose, entre guillemets, normalement le jeu dans sa volonté de faire découvrir quelque chose, notamment sur un jeu de RPG. Je sais que moi, j'ai un camarade qui, lui, est vachement dans la méta, à vouloir faire les meilleurs choix. Je vais prendre l'exemple de Baldur's Gate parce qu'on en parlait l'autre fois avec lui. Lui, typiquement, quand il a commencé le jeu, il allait voir à chaque dialogue quelle était la meilleure réponse pour faire. Lui, écoute, c'est son kiff. Moi, je vois pas trop l'intérêt, en tout cas sur ce type de jeu-là. Donc je pense que c'est un peu propre à chacun de ce que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment très entre guillemets compétitif à vouloir être le meilleur, effectivement, peut-être que c'est votre kiff. Si vous êtes plus à vouloir profiter de l'univers du jeu plutôt que des performances, effectivement vous allez peut-être trouver ça un peu plus inintéressant. Mais en plus de ça, on a cette logique de quand on joue en méta, ce qui peut intéresser les personnes, justement, on est sur du compétitif notamment, où on va avoir ce besoin de savoir un peu quels sont les autres personnages et quelles sont potentiellement les interactions qu'il y a d'un personnage à l'autre. J'ai l'exemple en tête notamment de Valorant, jeu compétitif de Riot Games, à la première personne,
où en fait on se retrouve avec Sova, quand moi j'ai commencé le jeu. Sova, c'est un archer russe qui a une flèche qui vous sert de sonar. D'accord ? Donc vous tirez la flèche, ça va émettre une pulsation qui va indiquer à votre équipe où se trouvent les autres personnes qui seront prises dans cette pulsation-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez le jeu, vous ne connaissez pas les cartes. Donc votre flèche, vous allez la tirer à des endroits où potentiellement c'est pas là où les équipes ont l'habitude d'aller. C'est pas le plus optimisé pour relancer la flèche. Pour lancer la flèche. Alors qu'en fait, si vous regardez la méta, vous avez des vidéos, mais même sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., vous avez des clips où vous allez avoir sur cette carte-là, vous voyez en fait le Sova qui va sauter pour viser un groupe de pixels quelque part sur le toit avec le fait de faire rebondir la flèche pour que dès le début du match, en fait, on ait la flèche qui aille quasiment là où les adversaires apparaissent, commencent leur round à eux, et donc en fait, ça vous permet de savoir où se dirige l'équipe. Donc vous pouvez avoir un avantage qui est colossal à connaître justement ces mouvements-là, mais d'un autre côté, ça enlève un petit peu la partie découverte, et surtout ça donne aussi une importance qui est assez questionnable justement sur les personnes qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Donc alors les influenceurs, moi j'aime pas trop les personnes créatrices de contenu, parce que avant de créer le contenu, il faut d'abord bosser sur comment le faire, et voilà, il y a du travail aussi potentiellement là-dessus, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on va suivre une stratégie parce que c'est celle qui est suivie, sauf que c'est toujours la question, même en philosophie, vous lisez un bouquin de philosophie, c'est super, mais si vous ne vous posez pas vous-même les questions, est-ce qu'à un moment donné, il y a un sens? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt? Et là, justement, c'est la question de la découverte, c'est-à-dire que les méta, elles évoluent, et pas simplement avec le jeu, elles évoluent aussi vis-à-vis de la compréhension du jeu. Donc c'est là où potentiellement Valorant, il suffit que on ait une mise à jour avec un nouvel agent. Donc un nouvel agent, c'est un nouveau personnage jouable qui va avoir ce qu'on appelle un kit. On en parlera un peu mieux sur un épisode dédié parce que c'est super intéressant de voir comment c'est travaillé. Mais du coup, on va avoir le fait que ça va tout changer. Notamment, il suffit que dans Baldur's Gate, il y ait un objet qui soit récupérable tôt dans la partie avec un 10% de chance que ça tombe. Potentiellement vous allez jouer, arriver jusqu'au moment où l'objet vous pouvez l'obtenir, ne pas l'obtenir, et avoir une décision à prendre à ce moment-là, c'est-à-dire autant je recommence ma partie pour refaire, parce que j'ai 10% de chance d'avoir cet objet-là, qui me permet ensuite de faire ça, et qui me permet ensuite de faire ça. Par exemple, un objet qui vous permet de sauter plus loin, pour atteindre des plateformes plus tôt dans le jeu, plutôt que de devoir faire tout le tour, et donc ça accélère votre partie. Donc le speedrun, d'ailleurs, l'art de finir le jeu en avance, est beaucoup influencé par la méta, justement, où tu regardes en fait ce qui se passe à côté en disant comment il a fait celui-là Comment ça, il a fini le jeu en 20 minutes alors qu'il faut genre une centaine d'heures? Oui, c'est ça. Il y en a. Oui. Il y en a, c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que vous avez notamment même aux échecs, vous avez des coups qui vont être des entières stratégies qui en fait font référence à une fois en tournoi il s'est passé ça. Une fois, il y a un tel qui a joué tel truc et ensuite il y a eu telle réponse. Et c'est pour ça que quand vous apprenez la stratégie des échecs, vous n'avez pas simplement les coups d'attaque, vous avez aussi les réponses en face. Et c'est aussi ça qui fait que la méta, elle va évoluer, mais aussi elle va permettre finalement une partie sociale, non pas en pression sociale, c'est-à-dire ouais mais tu fais pas comme un tel le fait, c'est aussi le fait de potentiellement on se met à un jeu et potentiellement on se reconnaît en tant que personne qui joue au jeu et on va discuter de comme on a déjà fait ensemble sur certains personnages ou certaines situations. Bien sûr, en mode je trouve plutôt ça intéressant dans ce sens-là. Ouais. Enfin une espèce de vraiment de discussion un peu plus profonde et poussée que ce que propose entre guillemets le jeu de base, quoi. Enfin vraiment une question de on rentre vraiment dans l'analyse du jeu directement plutôt que viens juste on joue. Et c'est là où justement la logique d'échanger autant vis-à-vis des stratégies efficaces, etc., elle va être extrêmement intéressante, notamment dans la logique de consensus. C'est que si tout le monde joue la même composition d'équipe, je pense au football par exemple, vous avez systématiquement la même chose, ça veut dire que ça devient aussi beaucoup plus prédictible en face. Donc vous allez avoir d'autres façons de jouer, et c'est là où justement la contre-méta
peut devenir justement la nouvelle méta. Une sorte de méta, bien sûr. Et c'est super intéressant justement de voir ça. On a un film avec Brad Pitt sur le baseball, où justement, plutôt que de recruter en fait les meilleurs joueurs sur certaines catégories, ils ont un algorithme qui leur permet de recruter en fait les joueurs qui représentent les statistiques dont ils ont besoin. Les complémentaires, en fait. C'est ça. Donc, par exemple, s'ils ont besoin d'atteindre, je sais pas moi, 33% de réussite sur un point en particulier, en fait, ils vont récupérer des joueurs qui ont ce 33%-là, même si c'est pas leur spécialité. Et donc ça, c'est devenu en fait maintenant la méta, alors qu'avant c'était une contre-méta au fait de recruter en fait les meilleurs joueurs dans chaque catégorie. Donc c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on a une compréhension du système qui évolue, et c'est là où aussi où potentiellement en entreprise on a ça. C'est-à-dire on fonctionne comme ça parce qu'on fonctionne comme ça, et c'est censé être le plus efficace jusqu'au moment où quelqu'un va faire autre chose, autrement, et en fait on va se rendre compte que c'est mieux. Et d'un coup c'est non mais maintenant on fait comme ça parce que c'est ça qui est efficace finalement. Ça. Voilà quoi, c'est assez intéressant, et justement c'est là où aussi on a le sens de la méta dans les jeux. C'est qu'en fait la méta, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, elle a finalement une part narrative, elle a une part d'univers. Ça peut, en fait c'est que ça va faire une espèce de copie de l'univers présent pour en faire une espèce de variante où il faut qu'on puisse mettre nos mains dans la pâte qui est le jeu en question, et laisser le jeu de base, pour rester sur du jeu, aux nouveaux joueurs, allez apprendre le jeu, et une fois que vous connaîtrez le jeu par cœur, vous viendrez jouer avec nous et là mettre à contribution vos connaissances pour tenter des choses tout simplement. Moi je le vois comme ça, où c'est vraiment une espèce d'autres catégories de joueurs en fait. Parce que là où c'est intéressant, c'est que le mot méta en fait a changé aussi d'usage. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont utiliser l'appellation méta pour ce qui va être extra-diégétique. C'est-à-dire quand vous regardez un film, deux personnages vont discuter, vous allez avoir une information de cette discussion-là. Cette information, elle est intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la narration que vous voyez à l'écran. Cependant, si jamais vous avez un site internet qui est mentionné, et qu'en fait ce site internet-là, en fait il existe parce qu'il a été créé pour le film, ce qui est le cas de 10 Cloverfield Lane, et avant ça de Cloverfield, vous avez quelqu'un qui est embauché dans une entreprise, en fait vous avez le site de l'entreprise en question, et c'est une entreprise fictive, mais du coup ça vous apporte des infos. Ça en fait on entre dans la catégorie finalement de la méta. C'est-à-dire que on va avoir des fois des films qui vont avoir un commentaire sur le film lui-même. Là aussi, on va avoir le côté méta, typiquement She-Hulk, où on a ce commentaire méta, où on a un personnage qui va s'adresser à la caméra et qui des fois va faire cette réflexion-là du mais en fait ça n'a pas de sens ce truc. Venez Oui, c'est ça. Venez on change, venez on fait autrement. Venez on fait genre mieux. Et effectivement, on revient sur le côté faire mieux entre guillemets, enfin proposer ce qu'il y a de mieux et de plus rapide entre guillemets, pas de plus rapide. Oui, accessible. C'est ça, d'avoir la logique efficace, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup la méta c'est aussi devenu la logique on n'est pas sur la stratégie la plus efficace, on est sur les informations hors jeu. Et du coup, on a toute une part d'internet, notamment sur la narration. Vous avez sur YouTube, notamment dans l'horreur, vous avez beaucoup de vidéos YouTube qui en fait vont vous demander de plonger un petit peu dans un trou de lapin. Je pense notamment au youtubeur Feldup, qui fait partie des youtubeurs francophones, qui va beaucoup en parler. C'est qu'en fait, vous avez par exemple un court-métrage de 11 minutes. Sauf qu'en fait, en réalité, il vous faut 2-3 heures pour vraiment plonger dedans, parce qu'en fait, le site internet qui est mentionné, il existe, le mot de passe qui est marqué sur le frigo, en fait, il fonctionne sur le site internet, et du coup, ça vous permet d'accéder à d'autres contenus, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la méta, c'est une autre façon aussi d'aborder le jeu, et de pas simplement se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire que souvent, on critique, notamment pour enseigner à des Bac plus 3, des Bac plus 4, on critique souvent leur manque de curiosité. Sauf que là, justement, si on leur reproche d'aller sur la méta, c'est un peu contradictoire, je trouve.
Parce que aller sur la méta, c'est faire preuve de curiosité. C'est essayer de comprendre en fait comment le jeu fonctionne, c'est essayer d'aller au-delà de notre usage à nous et de voir s'il n'existe pas quelque chose qu'on a manqué en fait, que ce soit au jeu lui-même, à son univers, ou justement à comment est-ce qu'il s'intègre dans le reste des jeux. Et ça c'est super intéressant je trouve. Bien sûr. Ça permet de trouver des failles notamment sur certaines choses qui parfois peuvent être dommages et des fois peuvent être juste histoire de se défouler. C'est ça. Je vois plutôt ça comme une zone de défouloir. Si jamais il n'y a pas d'ajout, entre guillemets, narratif, en tout cas, en termes de scénario. Donc, ouais, ça dépend du joueur en question, de ce qu'il cherche. C'est super intéressant parce qu'effectivement, dans la méta, dans la recherche de cette stratégie la plus efficace, comme tu dis, il y a cette idée de potentiellement casser le jeu. Mais ce qui fait que on a eu le succès de Balatro, dont on a parlé sur Radio Clapas dans des précédentes émissions. L'idée de Balatro, c'est du poker où vous jouez tout seul. Il n'y a pas de vrai argent. Hein. Vous jouez au poker en essayant d'avoir des jokers qui modifient comment la partie fonctionne. Et c'est fascinant parce que justement, le principe du jeu, c'est le message du jeu, c'est cassez-moi. C'est aussi simple que ça. Casser la logique, essayer d'avoir des jokers, par exemple les trèfles comptent triple. Voilà. Y en a d'autres, ça va être toutes les cartes sont des trèfles. Effectivement, vous allez essayer de casser le jeu comme ça pour essayer de changer comme vous pouvez la méta du jeu, quoi. Ouais, ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça demande, par contre, côté conception, d'avoir une méta qui reste pas figée. Parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, si vous ne jouez pas de telle façon, si vous ne jouez pas tel personnage, si vous ne jouez pas telle capacité, en fait, en réalité, en multijoueur, par exemple, vous aurez aucune chance de gagner, ou alors ce sera beaucoup plus dur. Ou alors, effectivement, si la méta, elle est figée, ça veut dire qu'à un moment donné, le jeu n'évolue plus. Et sur toute la sphère compétitive, mais aussi sur Baldur's Gate par exemple, en fait on se retrouverait, ou même dans les jeux de rôle, on se retrouverait à toujours créer les mêmes personnages. Parce que sinon en fait le combat contre 5 gobelins, en fait on peut pas le passer. Parce qu'il nous manque telle caractéristique, telle capacité qui fait que... et du coup, c'est la méta du barbare, magicien, archer. Si on peut pas la casser, à un moment donné, quel intérêt aussi de créer de nouveaux personnages. C'est ça. Donc ça, c'est un truc dont on pourra discuter, notamment sur la sphère compétitive. Avec grand plaisir. Parce que ça, en game design, ça demande deux, trois éléments quand même. Bien sûr. Et du coup, en tout cas, c'est un sujet qui effectivement est apparu comme ça, mais qui est assez intéressant à traiter, mine de rien, parce que comme la méta, c'est appelé à évoluer. Mais c'est ça. Comme tous les jeux qu'on verra et comme toutes les choses. Et ça ne marche pas que pour les jeux. Ça ne marche pas que pour les jeux, effectivement. Merci beaucoup, Emilien. Grand plaisir. Et puis, à la prochaine. Ouais, carrément.